Avec l'accord national interprofessionnel de partage de la valeur, dont nous discutons la transposition aujourd'hui, les partenaires sociaux ont renoué avec leur rôle premier, celui de la négociation. En concluant cet accord, ils ont acté un certain nombre d'avancées au profit des salariés pour favoriser le partage de la valeur dans l'entreprise, dont acte. Nous sommes bien évidemment respectueux du dialogue social et des partenaires sociaux. Nous sommes également très soucieux de voir les salariés bénéficier des fruits de l'activité de l'entreprise. Néanmoins, et comme d'habitude dirais-je, un bémol s'impose, ces négociations ont été extrêmement encadrées par le document d'orientation que le gouvernement a communiqué en amont aux parties prenantes. Et c'est là que le bât blesse, monsieur le ministre. Ce cadrage a été tel que vous avez exclu d'emblée toute négociation sur les salaires. Concernant le partage de la valeur, en revanche, vous avez veillé à ce que soient rigoureusement pris en compte les 4 items que sont la participation, l'intéressement, l'actionnariat et les primes. Une fois l'accord conclu par les partenaires sociaux, le projet de loi issu de l'Assemblée nationale a traduit assez fidèlement 10 de ces 15 articles. Il comportait quelques améliorations. Cependant, les amendements destinés à sécuriser la non-substitution des primes au salaire ou les amendements relatifs aux métiers repères portés par les forces de gauche y ont été écartés par la majorité. De son côté, au Sénat, la majorité de droite a appauvri en commission le texte qui lui a été transmis. Elle a supprimé l'alinéa de l'article 1er prévoyant qu'à défaut d'initiative de la partie patronale, la négociation s'engage dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative de la branche. La majorité sénatoriale suggère, ce faisant, sa préférence pour une prééminence de la partie patronale des partenaires sociaux. La suppression de l'article 1er bis est plus symbolique encore. Il transposait en effet l'article 4 de l'ANI, prévoyant que les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l'ensemble des métiers de leur champ. Il s'agissait aussi de permettre l'accompagnement des entreprises de leur secteur en la matière. Pour les droits des femmes, on repassera. Chers collègues de la majorité, nous savons que vous soutenez la mise en œuvre des dispositifs de participation et d'intéressement. Mais vous le faites parce que vous n'êtes finalement pas suffisamment favorable à l'augmentation des salaires. C'est pourquoi nous nous étonnons. Vous avez rejeté une amélioration apportée au texte par nos collègues députés relative au calendrier de mise en œuvre de ces dispositifs. L'Assemblée a en effet avancé d'1 an l'entrée en vigueur de l'obligation de mise en place d'au minimum un dispositif de partage de la valeur pour les entreprises et pour les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi repousser à 2025 plutôt que de permettre aux travailleurs de bénéficier de ces améliorations dès 2024 ? Nous espérons que la majorité du Sénat reviendra sur ses positions et permettra à minima le rétablissement du texte issu de l'Assemblée en cours des débats. Idéalement, il faudrait également que la Chambre haute adopte les mesures telles qu'il ne soit pas possible de substituer les dispositifs de partage de la valeur au salaire. C'est en effet une des lacunes de ce texte. Nos inquiétudes relatives à ce projet de loi sont par ailleurs liées à ce qu'il dit de la politique de l'exécutif à l'encontre de notre République sociale. Le gouvernement procède en sous-main à un changement de paradigme par le biais de glissements successifs qui ne sont pas favorables aux travailleurs. Vos choix en témoignent, monsieur le ministre. Vous vous en êtes pris aux droits des chômeurs, à ceux des retraités, et décidément, vous ne voulez pas parler d'augmentation de salaire. De la CFDT à la CGT en passant par la CFTC et FO, les syndicats expriment pourtant depuis des mois leur volonté de voir s'ouvrir des négociations sur ce sujet. Les augmentations de salaire sont en effet un impératif face à la hausse vertigineuse du coût de la vie. Selon les données de l'Urssaf de septembre dernier, à la fin juin, le salaire mensuel par tête, prime comprise, s'est accru de 5% sur 1 an. Pendant ce temps, la hausse des prix a été de 4,4%. Mais l'économiste Christian Chavagneux souligne ainsi que pendant de longs mois, les prix ont cru beaucoup plus rapidement que les salaires, avec une année 2022 caractérisée par une forte perte de pouvoir d'achat. La revendication de l'ouverture d'une négociation sur les salaires est également liée à une nécessité plus structurelle, celle de corriger un déséquilibre en défaveur des revenus du travail, notamment dénoncé par l'association Oxfam. Dans un rapport publié au moment de l'examen du projet de loi à l'Assemblée, cette dernière souligne en effet le déséquilibre croissant du partage de la valeur en faveur des actionnaires et au détriment des travailleurs. En 10 ans, entre 2011 et 2021,
la dépense par salarié n'a augmenté que de 22 %, tandis que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57 %. Je parle bien ici du salaire, qui permet de cotiser à la protection sociale pour l'assurance chômage aussi bien que pour la retraite, c'est-à-dire pour un salaire différé. Pendant les débats sur la réforme des retraites, vous aviez, monsieur le ministre du Travail, remis en question le contrat, qui veut que l'on ne cotise pas seulement pour la retraite de ceux qui sont déjà en retraite, mais aussi pour soi dans le cadre d'un salaire différé que sous-tend le système par répartition. C'est bien à propos de l'importance et du rôle des cotisations sociales, de ce salaire différé, que nous avons, monsieur le ministre, de grandes divergences d'appréciation, vous et nous. Partager la valeur, principalement par le biais de la participation, de l'intéressement, de l'actionnariat ou de primes, comme vous prétendez le faire avec ce texte, c'est fragiliser l'accès des salariés à ce salaire différé, en réduisant la part des droits acquis en fonction de la rémunération. C'est appauvrir la sécurité sociale en ne permettant pas la croissance nécessaire de ses ressources. Pour notre part, nous sommes strictement opposés à la désocialisation des rémunérations. C'est la raison de notre attachement au salariat. Ce refus de laisser les partenaires sociaux négocier sur les salaires s'inscrit dans la logique d'une mainmise sans cesse plus importante de l'État sur les négociations. L'accord national interprofessionnel du 14 avril 2022, relatif à un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d'un monde du travail en profonde mutation, ne disait pas autre chose dans son article 5.1. Il acte qu'avant tout projet de réforme du gouvernement relevant du champ de l'article L1 du Code du travail est émise une invitation préalable à la négociation entre partenaires sociaux dans des conditions respectueuses de leurs prérogatives. Cependant, les organisations signalent que si l'article L1 du Code du travail prévoit la communication aux partenaires sociaux d'un document d'orientation, sa mise en œuvre l'a progressivement transformé en document de cadrage. Et de compléter, les signataires du présent accord tiennent à réaffirmer très clairement que le document d'orientation du gouvernement doit laisser toute sa place à la négociation. Si le gouvernement est fondé à définir l'objectif politique qui est poursuivi, il appartient aux partenaires sociaux de définir les voies et moyens permettant l'atteinte de ces objectifs, y compris en décidant d'aller au-delà du contenu du document d'orientation. Il semble bien que cette observation préoccupante n'ait en rien modifié la pratique du gouvernement. Ce recours au document de cadrage, on sait pourtant le mal qu'il fait au dialogue des partenaires sociaux. Nous en avons eu une illustration avec la réduction des marges de manœuvre de ces mêmes partenaires sociaux concernant les négociations sur l'assurance chômage, au moyen de lettres de cadrage dont le contenu, mais aussi la date d'émission, font de l'exécutif le maître des horloges, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes d'échéances et de délais courants. Pourtant, dialogue social il y a, malgré les contraintes posées par l'exécutif, et les partenaires sociaux répondent présents, ce dont la signature de l'ANI témoigne. C'est pourquoi les bras nous en sont tombés lorsqu'en amont de la tenue par le gouvernement de sa conférence sociale sur les bas salaires, la Première ministre Elisabeth Borne a en effet évoqué la création d'un haut conseil aux rémunérations pour réfléchir sur le temps long à la progression des rémunérations et des parcours professionnels. Le propos est donc bien ici de créer une instance qui viendrait se surajouter aux procédures déjà existantes et limiter encore davantage les marges de manœuvre des partenaires sociaux sur ce qui relève pourtant de leurs prérogatives. Outre les négociations entre partenaires sociaux qui ont par exemple permis l'adoption de l'ANI sur le partage de la valeur, la démonstration est pourtant bien faite que les outils existent pour permettre aux parties prenantes de se mobiliser, se réunir et s'exprimer autour de la question des salaires chaque jour au Parlement comme ailleurs. J'en veux aussi pour illustration la proposition de résolution que nous avions déposée à l'initiative de Thierry Cozic sur la tenue d'un Grenelle des salaires. Je conclurai en réaffirmant notre respect du dialogue social et des accords négociés par les syndicats patronaux et de salariés. Mais vous comprendrez que ce texte suscite en l'état pour nous un certain nombre de réserves et donc nous nous abstiendrons.